d'un point sur le fait que l'intelligence finalement était relationnelle. Il n'y a rien qui en soi est intelligent. En fait, il faut qu'il y ait une autre intelligence pour reconnaître une intelligence. Et qu'on pourrait des fois penser que des choses qui nous paraissent bêtes sont peut-être intelligentes, mais on n'est pas assez intelligent pour les percevoir. Alors je vais prendre un exemple plutôt pour l'architecture. On va prendre un dataset de portes et de fenêtres, et qu'on aurait fait une IA qui détecte les portes ou les fenêtres, et puis on aurait oublié de mettre les portes-fenêtres dedans, et donc on serait coincé. Donc il y aurait ce genre d'éléments qui montrent qu'en fait il faut jamais prendre l'élément pour acquis, et cette idée qu'il y a une coévolution des intelligences. Finalement, dès qu'on apprend que la machine peut le faire, ça dégrade ce qui a été fait, et on dit bon, ben, finalement c'était pas ça l'intelligence. On garde un petit peu, on recule à chaque fois pour dire non, l'intelligence elle est chez nous, elle est toujours chez nous. Mais je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, elle est chez nous. Mais c'est justement intéressant parce que c'est une voie d'exploration, l'intelligence artificielle, pour comprendre en fait la nôtre, parce qu'en fait on n'en sait pas grand-chose de notre intelligence. Et donc souvent j'avais eu un cours d'intelligence artificielle pour les jeux vidéo, donc quand j'étais au CNAM, et il y avait un intervenant qui fait de l'IA pour les jeux vidéo, et il nous avait expliqué un peu comment ça marchait, comment étaient basées les IA, et puis il nous disait en fait on n'a pas beaucoup de ressources processeurs pour faire nos IA, donc nous on fait des trucs assez bêtes. Et lui, il disait le credo de sa boîte, c'était l'intelligence est dans l'œil du joueur. Donc, parce qu'en fait, c'était ça. Il disait il faut que le joueur ait l'impression que le personnage, quand il grimpe un truc, il grimpe de façon intelligente, pas en s'accrochant sur des éléments comme ça, pas possible. Il faut que... Donc, il trouvait que c'est dans le regard, et donc c'est sur cette question du regard qui est de comment on peut générer justement, enfin, comment l'œil repère l'intelligence, et comment finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, qui serait censé être là-dedans, en fait, l'intelligence, elle est dans l'interaction, dans la boucle de rétroaction qu'on a là entre un écran et un humain. Et donc là, je vais vous montrer un truc qui n'utilise pas du tout d'intelligence artificielle. C'est un outil qui s'appelle Alchemy. Et on pourrait dire que ça se base sur l'idée de la pareidolia, le fait que de voir Jésus dans des toasts ou de voir un peu ses obsessions dans des murs ou des tâches. Et donc j'ai demandé à un artiste, qui s'appelle Mémotral, d'utiliser cet outil en fait cet outil, en fait, quand on trace des traits, c'est un outil de gribouillage en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous laisser tracer un trait tranquillement. Quand on va tracer un trait, il va soit le déformer, il va faire des traits, il va faire des tâches. On a différents outils, des outils comme dans Photoshop, dans une palette, mais tous les outils sont des outils pas incontrôlables, mais qui dévient notre geste ou qui font pas ce qu'on aimerait, ou qui mettent un peu d'aléatoire dans les traits et tout ça. Et donc il a utilisé cet outil. Et puis je lui ai demandé, toi quand tu dessines ça, qu'est-ce que tu vois à la fin ? Est-ce que tu vois quelque chose ? Et puis bon, il m'a dit qu'il s'était arrêté à l'étape 6. À l'étape 6, il s'était dit, bon là... Et enfin, il est revenu à l'étape 5, puis il se trouvait qu'à l'étape 5, ça ressemblait à une espèce de monstre, un peu, un truc qu'il avait vu dans Miyazaki, La vallée du vent. Donc voilà, bon, c'est ça. Et puis lui, son point de vue, c'est qu'il disait, bon, à mon avis, les gens qui aiment l'heroic fantasy n'y voient que des dragons, et donc on voit ce qu'on a envie de voir dans ce genre d'outils. Et donc c'est cette boucle de rétroaction là qui n'utilise pas d'IA, qui utilise un logiciel, mais c'est l'idée de l'interaction homme-machine. Ce que peut nous apporter en fait les outils, les intelligences dans l'interaction qu'elles nous offrent, c'est par exemple dans NeuralStyle, qui est à l'origine plutôt utilisé pour mettre une peinture, un style de peinture sur une photo, et beaucoup de gens utilisent ça sur les portraits. Moi, je m'étais demandé est-ce qu'on peut faire ça avec de l'architecture. Et je me rappelais de cette idée un peu de Costa Sterdzis, qui était avec cette idée de permutation. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les permutations, les combinatoires, mais il fallait toujours les programmer. Lui, il faisait que des combinatoires de salle de bain. Il minimisait le problème de salle de bain pour pouvoir l'explorer. Donc là, comme ça, j'avais donc c'est du Louis Kahn, et bon, ça, on pourrait dire que c'est du Kengokuma. Donc j'avais du Kengokuma Louis Kahn. Et je me disais, voilà, c'est-à-dire que j'ai quand même des prévisualisations à une phase d'idéation, à un moment où on est en train de discuter du projet. Je leur dis, si on faisait du Kengokuma Louis Kahn, mais vous savez ce que c'est en archi, c'est celui qui a le crayon qui commande un peu. Parce que si c'est juste du blabla, c'est comme les Américains ils disent du vaporware. Si je dis que je veux quelque chose entre Louis Kahn et Kengokuma, tant que je montre rien, j'arrive pas trop à fédérer l'équipe vers cette idée.
Donc voilà, et finalement, bon, ben là, on a un début d'idée de projet. Bon, c'est pas en 3D, on est encore très loin de la maquette BIM. Il y a encore énormément de travail à faire, mais ça donne une direction, et puis ça donne peut-être une direction où on veut pas aller. On se dit, ah non, ça irait pas ensemble. Ou du moins, si on faisait du Kengokuma Louis Kahn, il faudrait faire autrement. Il faudrait pas faire comme ce serait pas ça. Ça sert quand même de point de repère. Et donc après, sur cette idée de génération, de ce qu'on peut produire, donc là, c'est jusqu'à présent en 2D. Donc je ne vais pas vous parler des GAN, parce qu'on en a vu ce matin. Les auto-encodeurs, c'est un peu sur le même principe que les GAN, mais les auto-encodeurs, c'est un peu dans l'esprit plutôt de la clusterisation, de l'apprentissage non supervisé, pour finalement trouver certaines informations sur les données qu'on met en entrée et en sortie. Donc là, je voudrais quand même montrer, pour les avancées qu'il y a eu, le travail de Stanislas Chailloux, que je trouve assez intéressant, parce que lui, il a mis plusieurs GAN interloqués les uns dans les autres. Et donc, en fait, il a fait un GAN qui allait générer la parcelle par rapport au site, un GAN qui allait générer des appartements dans la parcelle, et un GAN qui allait meubler les appartements et faire les cloisons intérieures. Et donc là, on a vraiment tout le projet. Alors qu'on est... là, je vous montrais tout à l'heure des choses où je disais, bon, il est hors de question, il y a encore du travail d'architecte à faire. Là, il n'y a plus grand-chose à faire. On pourrait faire des faux projets et les envoyer pour essayer de flouder un jury, par exemple. On enverrait 50 projets comme ça. Ils vont plus se fatiguer à regarder les projets que nous, on s'est fatigué à les produire. Et je trouvais ça très intéressant. Et d'ailleurs, en fait, son travail, c'est pas tellement d'avoir fait ce système de GAN interconnectés, c'est d'avoir en fait trouvé des métriques pour naviguer parmi toutes les choses générées, parce qu'après, il faut pouvoir évaluer la qualité de ce qu'on a produit. Et donc, toujours à moindre frais, j'arrive à la fin. Moi, la recherche ce sur quoi je travaille, c'est que je me demande comment je peux faire la même chose en 3D, pour passer à la 3D, pour justement avoir... Donc là, c'est la forme des données qui compte. Est-ce qu'on met des voxels? Est-ce qu'on a des mèches? Est-ce qu'on va utiliser... quel genre de dataset on va mettre en place? Donc, c'est actuellement les recherches que j'essaie de mettre en place, que l'objectif, c'est d'avoir des 3D à moindre frais et d'avoir les avantages qu'offrent, par exemple, les GAN, de pouvoir faire des interpolations entre deux formes, de faire des complétions, de faire des générations à partir de rien, ou juste de quelques mots-clés, et d'être là en phase d'idéation pour explorer des idées. Et bon, après, on pourra toujours imaginer qu'on pourrait générer carrément le bâtiment en BIM entièrement avec... alors, ce serait du n'importe quoi, il y aurait du travail de vérification, mais juste pour vous dire, on peut le générer tous les trucs de quelque chose de cohérent, un modèle cohérent d'un seul.